Bonjour Aurélia, Bonjour. bienvenue dans la conférence des professeurs de CP. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Euh, Mes premiers jours en classe, j'imaginais encore ma classe de manière très classique. Des élèves assis toute la journée à leur table, faisant tous la même chose en même temps. C'est toi qui m'as véritablement fait comprendre que nous pouvions faire classe autrement, avec un aménagement de la classe différent, avec un emploi du temps différent. Dans ton intervention, tu vas nous partager comment bien démarrer en classe flexible. Super. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir participer à cette conférence. Et donc, on va un peu parler de classe flexible, plus précisément au CP, qui est le niveau que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Donc, dans cette conférence, je vais essayer d'être rapide. Comme ça, on aura beaucoup de temps pour échanger sur vos questions ensuite. Je vais essayer de vous donner une vue d'ensemble plus claire et concrète de ce qu'est la classe flexible, ainsi que des pistes de réflexion dans le but de vous aider à vous lancer à votre tour dans cette aventure pédagogique afin que vous puissiez mettre en place une classe flexible qui vous corresponde et qui corresponde à votre niveau de classe, à vos élèves. Donc, le quotidien de classe, on va tous s'accorder pour dire que du côté des élèves, c'est des effectifs de plus en plus importants, un peu comme des sardines dans une boîte, que les problèmes de comportement, on en a tous, parfois même de plus en plus, que les profils des élèves sont de plus en plus hétérogènes et qu'il faut s'adapter à chacun, et que pour les élèves aussi, le statut de l'école a fortement changé depuis de nombreuses années, parce que voilà, les enfants partent du principe qu'ils peuvent tout trouver sur YouTube, alors l'école n'a aucun intérêt. Donc le statut de l'école a considérablement changé. Donc ça, c'est du côté des élèves. Du côté des enseignants maintenant, si le diaporama, voilà, il veut bien passer, c'est que comme les profils sont de plus en plus hétérogènes, nous, il faut qu'on s'adapte. On a un grand besoin de différenciation et de personnalisation des parcours. On a aussi envie de développer, en tout cas, c'était notre envie avec mes collègues, de développer des compétences telles que l'autonomie, l'engagement et l'entraide. On voulait aussi mettre en place dans nos classes un cadre de travail serein, tant pour les élèves que pour nous, histoire de nous sentir bien dans notre classe, parce que c'est contagieux, les élèves ensuite se sentiront aussi à l'aise. Et il y a aussi le défi d'une école qui se veut de plus en plus inclusive. Pour toutes ces raisons, l'élève, il se retrouve au milieu de tout ça, et lui, il doit prendre tout ce qu'on lui donne, en fait. Il y avait une autre image que maîtresse Evie aime beaucoup, c'était une noix qu'on gave. Mais j'ai pris celle-là, elle est un petit peu moins difficile à voir. Mais voilà, l'élève est là et en fait, on avait là vraiment l'impression de lui transmettre des savoirs, d'essayer de le gaver, que tout rentre, tenir le programme, etc. pour au final jamais être sûr qu'à la fin de l'année, ça soit vraiment pertinent et que tout le monde ait vraiment tout retenu. Et de l'autre côté, nous, enseignants, en fait, on était un petit peu comme cette dame-là, en équilibre sur un fil même pas tendu et au milieu d'une chronique d'un désastre annoncé, on se sentait perdre nos moyens. Et donc, avec les collègues, on s'est dit, et si on changeait tout? On s'est réunis, on a beaucoup lu, on a lu notamment les ouvrages de Debbie Diller, c'est vraiment d'elle qu'on a appris le plus. Et donc, vous avez en bas tous les livres qu'on a pu lire pour essayer de trouver un fonctionnement qui nous plaise. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle en tout cas, la classe flexible. La classe flexible, c'est deux pans pour nous. C'est d'abord un enseignement flexible qui propose de repenser la place de l'élève, qui le rend plus acteur de ses apprentissages et qui nécessite de l'enseignant une pédagogie différenciée accrue. Et l'autre pan de la classe flexible, c'est l'environnement flexible, c'est-à-dire l'espace, le mobilier, les assises, l'aménagement, qui permet d'offrir une plus grande liberté de mouvement et plus de bien-être aux élèves. Du coup, pour parler de l'espace classe, parce que quand on dit classe flexible, la première chose qu'on s'imagine, c'est la classe. Donc l'aménagement, c'est ce qui vient en deuxième. D'abord, c'est la pédagogie qui va arriver en premier, mais l'espace classe, c'est vrai que c'est ça qu'on voit en premier et c'est normal, c'est parce que c'est la première chose qu'on découvre quand on arrive dans notre salle, sur un nouveau poste ou quoi. Et donc, c'est le point de départ de tout, mais c'est aussi l'aboutissement, parce qu'il va falloir penser cette classe une fois qu'on sera d'accord avec nous-mêmes sur ce qu'on veut faire dans notre classe avec nos élèves. Et ça, c'est que ça soit en maternelle, en primaire, mais aussi dans le secondaire et dans le supérieur, même si c'est plus compliqué.
Alors souvent, quand on voit ma salle de classe en photo, tout le monde me dit « Ouais, mais tu as de la chance, toi, tu as une classe gigantesque. » Donc, du coup, avec nos petites recherches avec les collègues, on a trouvé que la classe type, elle fait 50 mètres carrés pour 40 élèves à l'époque. Donc, moins qu'une poule label rouge, hein, si on fait le calcul. Et donc, moi, j'ai une classe qui fait 55 mètres carrés. Et alors, pour 25 élèves l'année dernière, cette année, je suis à 27 ou 28, selon les inclusions. Donc, pour aménager notre classe, on a travaillé sur 3 axes principaux. C'est d'abord désencombrer. On a vraiment trié tout ce qu'on avait dans les classes. On a vidé les placards, on s'est réparti, ça c'est plutôt CE1, CE2, etc. Pour qu'on gagne de la place, en fait, sortir un maximum de meubles. Tous les meubles qui ne sont pas utiles aux élèves, en fait, on les a enlevés, dont le bureau de l'enseignant. Ensuite, on a structuré l'espace pour qu'on puisse se repérer, que les élèves y trouvent facilement des repères. Et on a explicité l'espace aux élèves pour qu'ils puissent vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants de cet aménagement. Pour l'aménager, on a jeté un œil en arrière. En tout cas, moi, pour le CP, j'ai jeté un œil vers la maternelle, le préscolaire, si on est en Belgique ou en Suisse. Et où tout est organisé en zones dédiées, l'aménagement évolue au fil de l'année. L'objectif, c'est de stimuler la curiosité et l'engagement des élèves. Donc, le fait que les enfants puissent bouger, ça répond complètement à leurs besoins physiologiques. Ça leur offre beaucoup d'expériences sensorielles, motrices, relationnelles et cognitives qui permettent leur développement et donc un meilleur accès aux apprentissages. Alors voilà, un peu de suspense pour vous montrer l'évolution. C'est que nos classes, au départ, on les a eues comme ça. Elles étaient comme ça, en tout cas, avec mes collègues. Donc, on a tout testé, hein, les randonnions, les îlots, de différents aménagements possibles. Et ensuite, elles sont devenues ce que vous voyez là. Donc, en bas, c'était la classe de ma collègue de CE1 et la mienne, c'est en haut. Et encore, elle a changé là. Il y a encore 2 jours, j'étais dans la classe pour changer et faire évoluer l'espace encore une fois. Donc, il y a un espace à l'avant de la classe qui est dédié au travail dirigé avec l'enseignant. Et l'espace du fond de la classe, c'est pour le travail en autonomie. Donc, on travaille en groupe restreint, ce qui permet d'être plus disponible pour les enfants et de développer aussi une meilleure relation avec eux. Beaucoup de confiance. Ah voilà, il y avait des images qui n'ont pas voulu venir tout de suite. Donc ça, c'est la classe de ma collègue de CE1, CE2 en bas qui vient d'apparaître. Donc vous voyez, là, j'ai mis des randonnions en haut parce que c'était protocole Covid oblige. Sinon, on fait aussi le U que vous voyez sur la gauche. Et ma collègue en CE1, CE2, elle fait ce qu'elle appelle le soleil, donc des espèces d'îlots qui font comme des rayons à partir du tableau. Donc voilà, si jamais vous voulez voir plus concrètement ma classe, comment elle est, je laisse afficher cette diapositive pendant 1 minute pour que vous puissiez scanner ce QR code. Et en fait, ce QR code va vous emmener sur une vidéo à 360 degrés qui a été réalisée par le Canopé 57 de ma classe. Donc, vous pouvez en fait le scanner et rentrer dans ma classe et circuler dedans, en fait, voir comment c'est. Vous pouvez même cliquer sur les meubles pour voir à quoi ils servent, etc. Si maintenant, vous n'avez pas le temps de le faire maintenant, sur mon blog, il y a aussi le lien pour y accéder si jamais vous voulez. Voilà. Donc, l'espace classe, il y a 3 questions principales qu'il faut se poser pour pouvoir mettre en place une classe flexible. La première question essentielle, c'est de quoi ont besoin mes élèves. C'est d'eux que tout part, en fait. Une fois qu'on a vu les besoins des élèves, on se demande quelles sont mes possibilités compte tenu des contraintes que j'ai. Oui, parce que si on veut mettre un centre d'écoute et qu'on n'a pas de prise pour brancher un appareil radio, c'est un petit peu problématique, par exemple. Donc, il faut bien observer son espace, prendre des notes et faire même des plans pour tout bouger. Et la troisième question, c'est aussi quelles sont mes envies et mes choix pédagogiques. Parce que oui, il faut partir des élèves, mais on est aussi un enseignant, une personne. On a notre caractère, on a nos façons de faire, nos préférences, et ça se ressent dans notre pédagogie. Donc, faut pas qu'on se mette de côté, bien au contraire. Il faut qu'on parte de nous aussi pour aménager la classe. Et donc, toutes ces questions vont vous permettre de faire un aménagement. Donc, la première chose que je vous conseille, c'est de faire un état des lieux de votre espace. Surtout ensuite de vous donner du temps. Rome ne s'est pas fait en un jour, la classe flexible non plus, d'accord? Donc, on prend son temps, on se fait pas un échéancier, mais voilà, on se dit que si c'est pas fait là tout de suite, que ça prend 1 an ou 2, ça prendra 1 an ou 2. Mieux c'est pensé, mieux ça tiendra le coup. Ensuite, au maximum, essayez d'associer les élèves à ce temps d'observation. Voilà.
Là, par exemple, moi, j'ai changé l'organisation de ma classe parce qu'avant les vacances, on en a discuté avec les élèves, enfin avant les vacances, avant le distanciel, avant tout ça, on en a parlé avec les élèves et ils avaient émis des aménagements qui étaient très pertinents. Donc, du coup, pendant les vacances, j'en ai profité pour mettre en place ce qu'ils m'avaient proposé et on verra à la rentrée. Du coup, le fait de discuter avec eux, ça fait des choix qui engagent l'enseignant, mais qui engagent aussi les élèves, parce que les propositions viennent d'eux. Donc, comme ça vient d'eux, ils sont hyper motivés et ils veulent que ça se passe bien. Alors, ils font vraiment bien attention et ils se donnent à fond, en fait. Et évidemment, le dernier point, c'est prendre en compte les élèves à besoins éducatifs particuliers et les élèves en situation de handicap. Parce qu'on ne va pas aménager sa classe de la même façon si on a un élève qui est par exemple en fauteuil roulant, comme j'ai eu le cas une année, et qui a besoin du coup de circuler. Il faut prévoir l'espace entre les tables pour que le fauteuil puisse circuler, etc. Sans pour autant attribuer à l'enfant une place. Ça doit être flexible pour lui aussi. Et il ne faut pas qu'il ait la place près de la porte parce que le fauteuil, voilà, après, il ne peut pas circuler dans le reste de l'espace. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut penser en amont à tout ça et qui vont nécessiter du coup de se remettre en question régulièrement parce que l'élève, par exemple, en fauteuil roulant, il va changer de classe à un moment et vous ne l'aurez plus, vous allez pouvoir réaménager votre classe autrement, il y a d'autres idées qui vont venir. Donc, voilà, c'est vraiment une remise en question constante. Et donc, une petite mise en garde, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la classe flexible, ce n'est pas uniquement changer l'organisation des tables et aménager les assises différemment, c'est surtout repenser sa pédagogie, la façon dont on souhaite faire acquérir les connaissances et les compétences aux élèves. C'est-à-dire que d'abord, on pense la pédagogie. Et tout ce que je viens de vous dire, ça se fait en fait après. Et au final, c'est peut-être le plus simple de tout le processus. L'aménagement va venir soutenir ce que vous voulez faire avec les élèves. Ce n'est pas l'inverse. Si on fait l'inverse, qu'on aménage sa classe et qu'ensuite on se demande ce qu'on va en faire, là, c'est sûr qu'on va se prendre un mur, un gros mur. Déjà, le mur du son avec les élèves qui parlent, je vous le dis, c'est le premier mur que vous allez vous prendre. Ça prend du temps de les faire chuchoter, mais on peut y arriver. Voilà. Donc, il y a des temps, comme je le disais, où l'élève est en travail avec l'enseignant, en groupe restreint, et il y a des temps où il est en autonomie. Et c'est ça qui nous a posé le plus de difficultés, c'est-à-dire qu'il fallait redéfinir ce que c'était l'autonomie. Donc, avec les collègues, on s'est dit qu'il y avait une autonomie de délestage. C'est, vas-y, fais un petit coloriage, occupe-toi, en fait, le temps que tes copains ont fini. C'est de la passivité, en fait. L'élève, il réalise l'activité, mais ça ne lui demande pas vraiment de réflexion derrière. C'est de l'occupationnel, vraiment. Et donc, on a voulu vraiment que ce temps d'autonomie, il soit un temps d'autonomie engagé, qui met l'élève en activité, volontairement, si possible, et dans une situation impliquant un effort. J'ai l'exemple, par exemple, d'une élève qui avait fini son travail, et puis elle avait pris, c'était chez mon collègue, elle avait pris son stabilo, elle avait commencé à se mettre du vernis avec le stabilo bleu, quoi. Ah elle était autonome, quoi, hein. Elle embêtait personne, elle s'occupait bien, voilà, elle était autonome, mais elle n'était pas engagée. Donc, on a voulu vraiment mettre en place quelque chose qui soit différent de l'autonomie. Autonomie, c'est s'occuper seul. Et voilà, là, il faut vraiment de l'autonomie qui nécessite de l'élève un acte, une envie, en fait, d'aller plus loin dans les apprentissages. Pour développer l'autonomie, on a mis plusieurs choses en place. La première proposition que j'ai mis en place avec Maîtresse Celle, si vous connaissez, c'est les centres d'autonomie. Donc, c'est des espaces dans la classe et chaque espace est dédié à un domaine ou un sous-domaine des programmes. Donc, il y a un centre de langage oral, un centre de lecture, un centre d'écriture. Et dans chacun de ces espaces, on trouve le matériel en lien avec la discipline. Les centres d'autonomie permettent donc de l'autogestion. Les élèves se gèrent tout seuls, en fait, sur ces espaces-là. Ça nécessite aussi de l'entraide et de l'enseignement réciproque parce qu'en fait, sur ce temps-là, je ne suis pas avec eux. Je travaille avec le groupe qui est à l'avant de la classe et ils ne peuvent pas venir me déranger. Parce que quand je travaillerai avec le groupe qui est à ce moment-là en autonomie, ils seront contents que je sois disponible pour eux. Donc, la règle, c'est on ne dérange pas la maîtresse quand elle travaille avec un groupe. Donc, il faut aller chercher de l'aide parmi les camarades ou parmi les aides, les référents qui sont mis à disposition des enfants. Sinon, si vraiment ils n'arrivent pas à répondre, il y a le SOS maîtresse. Donc, le SOS maîtresse, c'est deux choses. C'est un petit panneau avec des post-it où l'enfant qui a vraiment une question, il n'y a aucun autre camarade qui arrive à l'aider, il va mettre son prénom sur le panneau et moi, dès que j'ai 2 minutes, je vais le voir
pour voir ce qui ne va pas, essayer de l'aider. Et il y a un autre temps de SOS maîtresse que ma collègue maîtresse Sève utilise. C'est un temps où voilà, les élèves disent écoutez maîtresse, je n'ai pas réussi avec les calculs, par exemple, j'aimerais bien qu'on revoie. Et donc, sur les temps d'SOS maîtresse qui sont dédiés dans l'emploi du temps, elle fait des petits groupes avec les élèves pour revoir ça. Donc moi, c'est ce que j'appelle plutôt le bilan individuel, mais chez elle, elle appelle ça le SOS maîtresse parce que les élèves l'appellent à l'aide. Donc les centres, on les fait évoluer en deux parties. Il y a d'abord les centres fixes en début d'année pour que les CP, du coup, là je parle vraiment pour les CP, ils se familiarisent avec l'espace et ils découvrent que voilà, ici c'est le centre de lecture, tout ce qui est en lien avec la lecture, je le trouverai dans cette table-là. Ça c'est le centre de maths, je y trouverai tout ce qui est mathématiques. Donc les élèves, en fait, en début d'année, ils ne peuvent pas trop circuler dans la classe. C'est moi qui leur dis où se trouve le matériel et ils doivent aller travailler à la table qui correspond à la discipline qu'ils doivent travailler. Donc, les centres sont répartis dans l'espace de manière à ce que tout le matériel soit bien visible. Le matériel, une fois que les élèves sont installés, ils n'ont plus besoin de se lever parce que le matériel est directement à la table. Par contre, ça restreint le nombre d'élèves qui peuvent réaliser l'activité en même temps. C'est 2 enfants maximum. J'avais essayé avec des groupes de 3 ou 4. Et en fait, à partir de 3, ça commence plus à tchatcher de ce qu'on a fait le week-end qu'à travailler vraiment sur l'activité. Donc, au niveau du mur du son, comme je le disais tout à l'heure, 2, c'est bien. Au-delà, ça devient un petit peu pénible pour les oreilles. Une fois que les centres fixes ont joué leur rôle et que les élèves ont donc bien découvert l'espace, découvert où tout se range, là, on peut passer au deuxième sorte de centre, c'est les centres mobiles. Donc, à partir de ce moment-là, les élèves ne sont plus obligés, en fait, pour faire maths, d'aller s'installer à la table de maths. Ils peuvent aller s'installer à la table basse, s'ils en ont envie, parce que c'est ce qui correspond au mouvement qu'ils ont besoin à ce moment-là. Donc, pour ce cas de figure, pour les centres mobiles, le matériel est rangé dans des tiroirs. Et donc, les élèves n'ont qu'à prendre le tiroir pour aller travailler à la table qui leur convient. Ce qui leur permet, du coup, d'utiliser les assises flexibles que j'ai dans la classe. Parce que, voilà, dans le cas des centres fixes, comme ils ont une table imposée, ils découvrent toutes les assises. Ça leur permet de se faire un avis sur celles qu'ils apprécient, celles qu'ils n'aiment pas, etc. Et après, quand on passe au centre mobile, ils sont capables de choisir, ils peuvent du coup choisir à la fois l'activité, mais aussi à la fois l'assise qu'ils ont envie pour travailler. Donc, le souci à ce moment-là, c'est que toutes les activités sont rassemblées à un même endroit et ça peut être la cohue un peu pour aller récupérer le tiroir dont on a envie. Mais bon, ça aussi, c'est quelque chose qu'on gère avec les enfants et ça s'apprend. Ça occasionne plus de déplacements dans la classe, vu que les élèves peuvent changer de place pour travailler. Et par contre, si on met plus de matériel dans le tiroir, on peut se dire qu'il y a plus de 2 enfants qui vont pouvoir faire l'activité, même s'ils ne la font pas tous ensemble à la même table, qu'il y en a 2 qui se mettent à la table du fond, 2 à la table du milieu. Il y a plusieurs enfants qui peuvent faire la même activité en même temps. Ça peut aussi être une solution pour les faire avancer plus vite sur une activité si c'est nécessaire dans l'emploi du temps. Voilà. Donc, j'ai conscience que je vais très vite. N'hésitez pas à envoyer vos questions à Emmanuel, j'y répondrai après. Mais c'était vraiment volontaire d'aller au maximum, d'être la plus rapide possible, en tout cas, pour que je puisse répondre ensuite à vos questions. La deuxième proposition pour développer l'autonomie, c'est donc mes collègues du CE1, CE2 qui ont mis ça en place, c'est plutôt des AIM. Donc, des activités individuelles de manipulation à la façon Montessori, en fait. Donc, sur l'image, vous voyez le meuble de ma collègue de CE1, CE2 qui a par étagère. En jaune, je crois que c'est l'écriture. En rouge, c'est les maths. Enfin, chaque panier a une couleur et chaque couleur, c'est une discipline. Donc là, c'est le même principe en fait que les centres mobiles. Les élèves vont chercher le panier de la discipline et de la compétence qu'ils veulent travailler. Ils vont s'installer, ils réalisent l'activité. Et la murale à pochette que vous voyez sur la droite de l'écran, là, c'est l'organisation de ma collègue qui est en Ulysse. Et donc, vous voyez sur le côté de l'image, il y a 1, 2, 3, 4. C'est l'organisation des AIM, mais par niveau, vu qu'elle a plusieurs niveaux en fait, dans le dispositif. Les élèves choisissent donc la compétence et le niveau qui correspond à leurs besoins. Donc, c'est rangé,
c'est clair pour les élèves, c'est clair pour les enseignants. Si les centres d'autonomie, on les fait varier en général de semaine en semaine ou de 2 semaines en 2 semaines, les AIM, eux, ils sont plutôt pour la période, pour travailler les compétences de la période. Donc ça aussi, c'est vous qui vous organisez en fonction de ce que vous avez envie de mettre en place. Plutôt des centres, plutôt des AIM. C'est à vous de voir ce qui vous convient, en fait. Au niveau des affichages, on a considérablement réduit pour éviter la surstimulation visuelle. Parce que c'est vrai, voilà, moi, maîtresse de CP, les premières années que j'étais en CP, j'avais un magnifique mur avec tous les sons, il était super beau et tout. Et en fait, je me suis vite rendu compte que l'élève qui est au fond de la classe, qui a besoin de voir comment on écrit le son mieux, le son mieux, le souci, c'est qu'il est à l'autre bout de la classe, à 2 mètres, et en plus, il est à 1,50 m de haut. Donc, si le gamin, en plus, il est en attente chez un rendez-vous chez l'ophtalmo et qu'il ne voit rien du tout, c'est compliqué en fait pour lui de savoir comment on écrit mieux, même si c'est très joliment affiché dans la classe. Donc, on a décidé en fait de revoir notre système d'affichage et de mettre en place plutôt des outils mobiles qui soient facilement accessibles, avec des mémos individuels où, vous voyez, il y a pour le centre d'écriture au milieu des porte-clés avec le vocabulaire. Et on a mis aussi en place des outils pour permettre aux élèves de s'isoler s'ils en ont besoin, s'il y a du bruit, quand on fait du travail de groupe ou quoi. Donc, il y a les casques anti-bruit qu'on pense souvent pour les élèves autistes, mais en fait, il n'y a pas que les élèves autistes qui ont besoin des fois de s'isoler. N'importe quelle personne, enfin moi aussi, des fois, j'aime bien avoir mon petit temps tranquille. Donc, les élèves aussi. Donc, les casques sont à disposition, mais ce n'est pas estampillé, c'est pour lui ou c'est pour elle. Non, c'est pour tout le monde. Quand on en a besoin, on peut l'utiliser. Bon, après, actuellement, voilà, il y a Covid et compagnie, donc on adapte. Mais voilà, dans un monde parfait où tout va bien, c'est comme ça que ça se passe en tout cas. C'est comme ça que ça se passait jusque-là. Et il y a sur le côté, là, sur la droite, vous voyez aussi le paravent. Donc, c'est 3 planches de bois avec des charnières qui peuvent se replier pour que l'élève se l'ouvre autour de sa place pour s'isoler. Donc, l'important, c'est de tout mettre à disposition des élèves pour qu'ils puissent s'en servir et que ça soit vraiment accessible pour eux tout de suite dès qu'ils en ont besoin. Au niveau du matériel, parce que c'est souvent une question qui revient, c'est ouais, mais le temps que ça a dû prendre pour faire tout ça. Alors, pour créer les activités, oui et non, ça a pris du temps parce que voilà, l'avantage, c'est qu'on était 5 à travailler là-dessus. Et à 5, on va plus vite que tout seul. Ensemble, on va plus loin, comme je dis toujours. Et donc, pour ce qui est du matériel, la première chose qu'on a fait quand on a désencombré, c'est qu'on a réalisé un inventaire. On a trié tout le matériel et en fait, on a retrouvé au fond des armoires des jeux qui dataient de 1950 et tout. Donc, il y a des trucs qui étaient dépassés, mais il y a des trucs qui étaient encore quasi neufs, en fait, qui n'avaient jamais été déballés. Donc, on se les est répartis. Ça, c'est plutôt pour toi parce que c'est plutôt niveau CE2. Ça, c'est plutôt pour du CP. Voilà, on a vraiment vidé dans toutes les classes, tous les placards et on s'est répartis. Ensuite, on a tout rangé dans des boîtes étiquetées pour qu'on puisse se repérer plus facilement et pour que les élèves puissent se repérer plus facilement. Donc, vous voyez, sur les tiroirs, il y a des étiquettes qui disent ce que c'est. Moi, comme j'ai des CP qui ne sont pas lecteurs, comme beaucoup d'entre vous, du coup, vu le thème de la conférence, il y a des petites images, des petits pictogrammes pour qu'ils puissent se repérer visuellement sans avoir besoin de lire en début d'année, vu qu'ils ne sont pas lecteurs. Et une fois qu'on avait fait tout notre inventaire, qu'on avait tout rangé, c'était plus facile de voir quels étaient nos besoins en activité. Par exemple, en grammaire, moi, je me souviens que c'était la grammaire où il me manquait beaucoup de choses. J'avais beaucoup de choses pour la lecture, pour l'écriture. Par contre, grammaire, j'avais rien. Donc, j'ai concentré mes recherches et mes créations d'activités sur le thème de la grammaire. Et ça va déjà bien vous alléger la tâche de préparation de matériel. Et ensuite, une fois qu'on a le matériel, qu'on a mis l'espace, qu'on a créé l'espace qui nous plaît pour pouvoir faire tout ça, il faut briefer les élèves. Ce n'est pas le plus simple. Il faut mettre en place un système de gestion et de suivi pour que ça ne soit pas non plus la foire à la saucisse toute la journée, quoi. Donc ça, au niveau du système de suivi, je vais vous montrer différentes possibilités. Moi, je les utilise quasiment toutes au cours de l'année de CP, pour que les élèves, en fait, ils puissent acquérir de l'autonomie de manière progressive. Parce que l'autonomie, ce n'est pas inné, en fait. Techniquement, en fait, si on fait même le point, l'être humain, le bébé humain,
c'est l'être vivant qui est le moins autonome de toute l'histoire de la vie sur Terre, je pense. Parce que tous les animaux, quand ils naissent, voilà, ils apprennent à marcher ils apprennent à marcher tout seuls, voilà, ils font plein de trucs. Le bébé humain, il a besoin d'aide pour manger, il a besoin d'aide pour qu'on lui apprenne à marcher, etc. Donc, à l'école, il va falloir donner des pistes aux élèves pour les aider à devenir autonomes parce que c'est pas inné, en fait. Donc, la première chose, c'est le tableau de programmation que j'utilise, que vous voyez. Donc, les petites images avec les cases noires, c'est là où il y a le prénom des élèves. Et donc, je les mets par deux, vous voyez, sur une ligne. Et à côté de leur prénom, je mets les étiquettes des 2 activités qu'ils vont devoir faire dans la journée. Donc ça, c'est les premières semaines pour leur apprendre en fait l'organisation de la classe. Ils n'ont pas le droit de choisir l'activité qu'ils font. C'est moi qui leur impose parce que mon objectif, c'est de leur montrer tous les espaces de la classe, toutes les assises possibles et pour pouvoir gérer, en fait, justement, leur apprendre où tout se trouve pour qu'après, ça roule plus tard dans l'année. Et par contre, là, ça demande une grosse organisation de la part de l'enseignant parce que tous les soirs, il faut changer les étiquettes. Il faut vérifier qu'on ne remet pas une étiquette en une activité qu'ils ont déjà fait. Donc ça, c'est un peu casse-tête. Du coup, plus vite je m'en débarrasse, mieux je suis contente. Mais bon, tant que les enfants en ont besoin, je le fais. Une fois que les élèves ont découvert la classe, savent tout est rangé, on peut passer à un autre type de gestion et de suivi. C'est la gestion du travail en plusieurs niveaux d'autonomie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer à certains élèves un plan de travail, une feuille de route, je ne sais pas, il y a un gros débat là-dessus, un plan de travail où il y a toutes les activités disponibles et donc les élèves vont pouvoir les faire. Donc ça, c'est un plan de travail de CP. Vous voyez, je mets beaucoup d'images, beaucoup de pictogrammes pour que les élèves se repèrent. La première case, ils ont le tiroir, ensuite ce qu'ils vont devoir faire et à la fin, la petite consigne pour que papa et maman, quand ils voient le cahier en fin de semaine, ils savent ce qui a été fait. Mais il y a des élèves, en fait, quand ils se retrouvent avec cette feuille-là dans les mains, ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller, même si le tableau de programmation, ça a bien marché, ils sont complètement perdus. Donc, du coup, je leur mets en place ce que j'appelle le plan de travail planifié. C'est le même principe que le tableau de programmation. Sauf qu'en fait, il est disponible pour tous les élèves, qu'ils arrivent à s'organiser ou pas avec leur plan de travail. Je mets les étiquettes pour lundi, mardi. Par exemple, si vous n'arrivez pas à vous organiser, les enfants, lundi, vous pourrez faire cette activité-là et cette activité-là. Mardi, vous pourrez faire celle-ci et celle-là. Je leur propose, en fait, moi, un système d'organisation qu'ils peuvent suivre ou pas pour s'organiser. Maintenant, s'ils ne le suivent pas et que en fin de semaine, voilà, ça n'a pas avancé, la semaine suivante, on revoit ensemble et là, je les accompagne un peu plus dans l'organisation de leur travail autonome. Après, ça, c'est les organisations à partir du CE1 et dans le dispositif Ulysse. C'est-à-dire qu'avec mes collègues, on a mis en place une progressivité dans l'acquisition de l'autonomie. Donc, c'est plutôt tableau de programmation, feuille de route au CP. Et à partir du CE1, ils ont le plan de travail tel qu'on l'imagine, complètement vierge, où là, ils vont le compléter avec les activités qu'ils vont travailler en autonomie. Donc ça, c'est le plan de travail que mes collègues utilisent en version CE1, CE2. Et à côté, c'est l'organisation du dispositif Ulysse. Donc sur les petites fusées, en fait, il y a le prénom d'un élève. Et donc la petite fusée, elle indique 3 couleurs. Donc par exemple, les fusées en haut, là, elles indiquent du jaune, du bleu et du vert. Ça veut dire que dans la journée, l'élève devra faire une activité d'écriture. Si c'est le jaune, c'est l'écriture. Le bleu, c'est les maths, donc une activité de maths. Et le vert, c'est l'art plastique. Ils devront faire une activité d'art plastique. Et la collègue, elle a juste à tourner en fait la roue pour la journée suivante pour changer les activités que les élèves devront faire. C'est pour vous montrer en fait que c'est important aussi de travailler en équipe pour pouvoir voir sur le long terme l'organisation. Ce n'est pas toujours possible. J'ai bien conscience que moi, j'ai une chance du tonnerre d'avoir une équipe comme ça. Mais voilà, si vous arrivez à faire des trucs dans votre classe, c'est déjà super. Si vous arrivez à faire au niveau du cycle, c'est top. Mais il ne faut pas vous mettre de pression. On y va doucement parce que la pression, c'est le meilleur moyen d'envoyer tout valser. Alors du coup, une fois que je présente tout ça, en général, on me dit « mais oui, mais je commence par où? À la rentrée, je fais comment? En septembre, les élèves, ils sortent de la maternelle. » Ah, voilà, grosse panique, on s'arrache les cheveux et on n'est pas bien. Donc, je vais vous expliquer comment je fais les premières semaines en CP, en septembre, pour mettre tout ça en place.
Donc, comme je le disais, qui va piano va sano. On y va doucement pour ne pas perdre les élèves en route et pour garder le cap, en fait. Donc, au niveau du travail des élèves, il y a 2 temps avant de mettre en place tout ce qui est tableau de programmation et tout ça. Le premier temps, c'est l'activité est la même pour tous. Mes objectifs quand je fais ça, c'est développer la confiance des élèves, leur montrer qu'ils savent des choses et leur faire du réinvestissement qui me sert d'évaluation de rentrée. Donc concrètement, en fait, les premières semaines en CP, dès la première semaine, dès le premier jour de classe, les élèves travaillent en 2 groupes différents. Un groupe avec moi et un groupe en autonomie. Et donc, par exemple, pendant que je fais l'inventaire du matériel de rentrée avec la moitié de la classe, l'autre moitié de la classe fait une activité d'écriture, voilà, qui me sert en fait d'évaluation diagnostique. C'est une activité de niveau grande section, les élèves la font, il n'y a pas de souci. Et ils comprennent très bien, c'est assez simple. Et du coup, ça les met en confiance. Ils se disent, oh, bah, ça va, le CP, papa et maman, ils m'en ont parlé pendant tout l'été, c'est la grande école, mais finalement, ça va, c'est cool. Ça, je sais faire, quoi. Donc, c'est vraiment pour les mettre en confiance. Et ensuite, je vais refaire pareil, je vais travailler avec un groupe, mais je vais leur donner une activité de mathématiques. Vraiment du réinvestissement de grande section pour la confiance et pour faire un état des lieux des connaissances de chacun et du niveau de chacun. Une fois que ça s'est fait, que les élèves ont compris le principe de il y a un groupe avec la maîtresse, il y a un groupe qui travaille tout seul, je mets 2 activités pour la matinée. Donc, je les pose sur un meuble. Je dis voilà, à midi, il faut que vous ayez fait ça et ça. Donc, bien sûr, j'explique les consignes. Je ne les laisse pas non plus aller comme ça à volo. Et donc, mais du coup, c'est pour lancer la possibilité de liberté de choix et entamer une organisation du travail. Ils savent qu'ils ont jusqu'à midi pour faire les 2 activités. Ils font dans l'ordre qu'ils veulent, mais il faut que ça soit terminé, quoi. Donc là, à partir de ce moment-là, comme j'ai commencé des apprentissages avec eux, je donne des activités qui sont en lien avec ce que j'ai fait avec eux en classe les semaines précédentes. Et j'encourage l'entraide directe à partir de là. C'est-à-dire, on va voir un copain si on n'a pas réussi ou si on a du mal. Alors attention, je le redis, c'est important au fil de toutes ces activités-là de recueillir les remarques des élèves. Est-ce qu'ils ont bien compris où il fallait ranger, où est-ce qu'il fallait aller chercher le matériel, même verbaliser avec eux, expliciter les stratégies d'organisation, c'est-à-dire qu'en fin de journée, on se réunit. Alors, comment tu as fait, toi, pour travailler? Moi, j'ai plutôt commencé par les maths parce que j'aime pas trop ça, j'ai voulu m'en débarrasser. Et puis, il y en a un autre qui va peut-être dire, non, moi, les maths, je les fais après, j'ai préféré commencer par parce que j'aimais bien. Donc voilà, chacun a ses stratégies d'organisation, on échange et comme ça, on voit que on est tous différents, on a tous des stratégies, mais on peut tous quand même réussir à mener le travail à bien. Et très important, c'est à chaque fois qu'ils ont fait une activité avec du matériel de manipulation, surtout, quand on le range, il ne faut pas le ranger le soir après la classe quand ils ne sont pas là. Moi, je le range toujours devant eux. Je dis, regardez les enfants, vous voyez la balance, là, on a travaillé sur les masses. Je la range ici sur le meuble, comme ça, si un jour vous en avez besoin, c'est là qu'elle se trouve, c'est sa place. Vous vous souviendrez, c'est la place de la balance, etc. Donc, tout est rangé devant eux, avec eux, et j'explique pourquoi je range là. Et comme ça, après, le reste de l'année, ils peuvent aller récupérer le matériel sans tout le temps venir me demander où ça se trouve. Donc voilà, il faut vraiment y aller progressivement. Une activité, puis 2. Et une fois qu'on a fait plein d'activités au centre dirigé avec eux, là, on a quand même eu un bon stock d'activités de réinvestissement et d'évaluation qu'on pourra mettre à faire en autonomie. Après, quand ils sont en autonomie, qu'ils font du travail, il y a plusieurs façons pour que nous, enseignants, on puisse avoir un regard dessus. Il y a les outils numériques qu'on peut utiliser, donc les ordinateurs, s'ils travaillent sur des logiciels qui gardent en mémoire ce qu'ils ont fait, ou s'ils font du traitement de texte, voilà, on peut enregistrer le travail, ça s'apprend, hein. L'appareil photo, quand ils font des manipulations, si je veux voir ce qu'ils ont fait, je leur apprends dès la première semaine à utiliser un appareil photo, à mettre leur étiquette prénom dans le champ de la photo et à prendre une photo qui ne soit pas floue. Important, la photo pas floue. Parce que sinon, après le soir, on fait « Oh la vache, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il a fait ?» On ne comprend rien. Et il y a les dictaphones
Pour tout ce qui est lecture, langage oral, le dictaphone, c'est vraiment un outil que moi j'apprécie énormément et que j'utilise beaucoup avec mes élèves. Ils enregistrent leur lecture et en fait, c'est un super moyen pour faire lire tout le monde, tout le temps, et on peut les écouter. Du coup, quand je mange à midi, j'écoute ce qu'ils ont lu. C'est vraiment un outil très pratique que je ne pourrais plus m'en passer, clairement. Après, il y a bien sûr toujours le travail sur papier. On fait de la manipulation en centre d'autonomie, mais des fois, on fait aussi des activités papier pour de l'évaluation, parce que quand on fait de l'écriture en général, voilà, sur le cahier, c'est quand même plus pratique. Donc, si c'est un travail sur cahier, ils rangent le cahier. Si c'est un travail sur feuille, ils le mettent dans le bac de correction. Après, voilà, la caisse de cahier, comme vous le voyez, il y a des cahiers couchés et des cahiers debout. Ça, c'est le code que je mets en place en classe. C'est cahier couché, pas terminé. Donc, si le cahier est couché, moi, je sais le soir que je ne dois pas le ramasser parce que l'élève n'a pas terminé. Par contre, cahier debout, ça veut dire à corriger. Donc, le soir, je prends que les cahiers qui sont debout et je les corrige. L'élève qui n'a pas mis son cahier debout et qui se retrouve avec le cahier pas corrigé, ça lui arrive une fois. Parce qu'après, quand il se rend compte que maîtresse, elle n'a pas corrigé alors que lui s'est donné du mal, il pense à le lever, son cahier. Et ensuite, pour vérifier tout ce qu'on a corrigé avec mes collègues, on a mis en place des grilles de suivi, quoi. Donc moi, maintenant, c'est sur la tablette pour être plus rapide. Mais ça n'a rien de bien sorcier, hein. C'est un tableau avec le nom des élèves, voilà, sur la gauche. Et en haut, vous avez les différentes activités qu'ils doivent faire en autonomie. Et puis, on valide avec les couleurs une fois qu'on a corrigé, qu'on a jeté un œil dessus. Après, pour tout ce qui est évaluation, on a le cahier de progrès qu'on a mis en place avec les collègues. On a chacune le nôtre. Ça, c'est celui que moi, j'ai mis en place avec les compétences de lecture et on colorie au fur et à mesure de l'année avec les élèves de préférence. Ma collègue du lycée, elle a le village de compétences. Donc, c'est des maisons, une maison par thème, et puis elle complète avec les compétences que l'enfant a travaillées, puis colorie. Et mes collègues ont un cahier de progrès qui est entièrement vierge, où elles collent les compétences au fur et à mesure que les élèves les ont validées. Donc, c'est différent du mien, où moi, il y a vraiment toutes les compétences, et pour que les parents, en fait, se rendent compte de ce que l'élève a travaillé, de ce qu'il n'a pas travaillé. Voilà. Après, chacun voit la version qu'il préfère. Donc voilà, j'ai été très vite, mais j'espère que j'ai pu vous donner des éléments de base qui vous permettront de démarrer une réflexion. Après, ce qu'on peut dire par rapport aux nombreux retours que j'ai déjà via les réseaux sociaux, c'est que ce fonctionnement, il a pu être adapté dans plein de milieux, à la fois en REP, en zone rurale, aussi dans des classes à 12 ou même des classes surchargées. Cette année, par exemple, je vous ai dit, j'ai aussi entre 25 et 28 élèves. Et ça fonctionne très bien aussi pour des élèves à besoins éducatifs particuliers. Le petit point conseil que je pourrais vous donner, c'est pour les jeunes enseignants. C'est peut-être pas évident de se lancer tout de suite dans une classe flexible parce que les premières années sont riches en visites, sont riches en prise de connaissance du métier. Voilà, donc faut se donner le temps. On va y aller progressivement. On va déjà prendre en main le métier et ensuite, je vous conseille de vous occuper de ça peut-être un petit peu plus tard. Si vous êtes hyper motivé, vous avez envie de vous lancer tout de suite, voilà. Mais après, il ne faut pas non plus trop vous mettre la pression parce que ça va courir au burn-out sinon. Donc voilà, mettre en place la réflexion progressivement, parce que c'est une remise en question importante, donc il faut y aller pas à pas. Et j'encourage toujours le travail d'équipe avec les collègues, mais aussi avec vos conseillers pédagogiques, qui sont d'une très grande aide et qui pourront vous apporter des réponses, des conseils et vous accompagner. Donc voilà, faire évoluer sa classe, surtout, on n'oublie pas, c'est un besoin qui est soufflé par les élèves. Il faut tenter des choses. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Oui, c'est un échec, mais on fait tous des échecs. On se plante et puis on pousse comme les plantes. Donc, du coup, on reste motivé, on retente autre chose. Et voilà, si on fait une erreur, ce n'est pas grave. C'est que ce n'était pas la bonne chose à faire. On a trouvé une façon de ne pas faire. Maintenant, on va essayer d'autres façons pour essayer de faire réussir chacun. Donc, je vous souhaite une belle aventure flexible à tous. Et puis, je reste disponible pour toutes vos questions. Merci beaucoup, Aurélia, pour tout ce que tu nous as partagé. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, j'ai essayé, pendant ton intervention, de les regrouper. Tout d'abord, une interrogation sur la mise en place. Suzanne se demande si c'est possible de se lancer seule dans son école, dans ce type de projet. Et j'ai une question assez proche de Laurence qui nous parle un petit peu de son contexte, qui nous dit qu'elle est en maternelle et en classe flexible, mais qu'ensuite, en élémentaire, il se retrouve dans une classe plus classique et cela l'interroge. Elle a notamment
déjà un passage grande section CP plus rude, en plus d'une nouvelle pédagogie. Alors, comment gérer ça? Et voilà, elle ne voudrait pas que ça engendre des difficultés, surtout aux élèves les plus fragiles. Voilà pour ces 2 questions que j'ai regroupées. Alors oui, c'est possible de se lancer seul. J'ai beaucoup de retours de collègues qui ont fait ça dans leur classe. Voilà, parce que ça relève aussi de la liberté pédagogique. Pour le moment, on en a une. On va la garder précieusement. Et oui, oui, j'ai beaucoup de retours de collègues qui l'ont mis en place et qui sont seuls dans leur école à faire ça. Et ça se passe bien. Après, voilà, je conseille quand même de l'expliquer aux collègues. C'est lors d'un conseil de cycle ou d'un conseil de maître, dire que voilà, on envisage de mettre des choses en place, histoire que ça soit clair pour tout le monde. En tout cas, voilà, nous, dans notre école, c'est vrai qu'on a été plusieurs à mettre ça en place. On a eu peur quand même de l'impact que ça aurait les années suivantes sur les élèves. Et au final, il n'y a pas de souci. Les élèves, chaque année, en fait, ils ont un nouvel enseignant, ils se réadaptent à l'enseignant et c'est naturel. Quand ils sont au collège, ils changent de prof toutes les heures. Personne ne se pose la question s'ils arriveront à s'adapter au nouveau prof. Ben, les petits, en fait, ils le font, mais c'est chaque année. C'est juste plus espacé. Et après, pour la collègue qui est en grande section CP, je pense que c'est très pertinent. Ça développera l'autonomie beaucoup plus tôt et les élèves seront prêts. Après, pour les élèves les plus en difficulté, voilà, moi, c'est mon cas aussi cette année, j'ai mis plusieurs tutorats en place où voilà, il y a un élève qui accompagne, qui tutore un élève plus en difficulté. Et ça permet aussi de pouvoir mettre en place ce fonctionnement progressivement sans pour autant mettre en difficulté les élèves qui sont déjà plus fragiles. Et tu n'observes pas dans les classes, dans les niveaux au-dessus, des élèves qui étaient fragiles et qui étaient bien accompagnés dans la classe flexible, se retrouver un petit peu perdus dans un fonctionnement plus cadré ou plus… Est-ce que tu observes ça peut-être avec un peu de recul? On ne l'a jamais observé. Pas dans mes souvenirs en tout cas. Après, c'est vrai que comme dans mon école, moi j'ai les CP, donc il y a des CE1 qui sont flexibles et il y a des classes de CE1 ordinaires. Et donc quand on fait les répartitions, on prend ça en compte. On essaie de voir si on met les élèves plutôt dans une classe ordinaire parce qu'ils sont très scolaires, ça sera peut-être mieux pour eux ou quoi. Ou l'élève qui s'est bien épanoui en classe flexible, ben, on va le laisser en classe flexible, justement pour le laisser sur sa lancée. Voilà, donc c'est toutes des choses qu'on prend en compte dans nos réflexions d'équipe quand on les répartit. Mais voilà, à ce jour, il n'y a jamais eu de retour négatif de ce type en tout cas. D'accord. J'ai aussi quelques questions sur la gestion du matériel des élèves. Alors, Isabelle se pose la question, comment vous gérez le matériel? Trousse, cartable, cahier. Guillaume se demande où rangent-ils leur matériel de tous les jours? Et Margot qui a observé sur une photo un bac avec des trousses et elle voulait avoir une petite explication sur ce choix. Voilà pour Margot, les elle 3 a questions. des yeux de lynx. Donc oui, voilà, c'est-à-dire que dans la classe, en fait, vous avez vu la caisse à cahiers. Les cahiers, ils ne sont pas dans les casiers des élèves. Comme j'ai plus assez de place, j'ai pas assez de casiers en fait pour les élèves vu que j'ai retiré des tables et qu'il y a des assises flexibles. En fait, les cahiers sont regroupés par sorte. J'ai une caisse avec les cahiers de maths, une caisse avec les cahiers d'écriture, etc. Et donc dedans, j'ai tous ceux de toute la classe. Donc quand on fait écriture, on prend la caisse, on distribue les cahiers et puis voilà. Après, pour les trousses, c'est mis en commun dans des bacs. C'est-à-dire que les élèves ne ramènent plus leurs trousses à la maison. Enfin, moi, de toute façon, je ne donne pas de devoirs, en tout cas, c'est mon choix. Mais donc, les trousses, il n'y a pas besoin de les avoir à la maison. Je leur donne que pour les vacances. Donc, j'ai un gros bac avec écrit groupe A, et donc tous les élèves du groupe A rangent leurs trousses dedans. Et ils vont la chercher ensuite, ils la gardent tout le reste de la journée, ils la trimballent dans la classe. Le soir, ils la rangent. Et il y a un autre bac pour ceux du groupe B. Pareil, les sacs ne rentrent jamais dans la classe. Ils sont tout le temps dans le couloir en dessous de leur crochet. Le matin, en fait, je sors devant la classe les caisses des cahiers dont on a besoin parce que, par exemple, tous les soirs, ils repartent avec leur cahier de lecture à la maison, mais on va en avoir besoin dans la matinée du cahier de lecture. Donc, le matin, quand ils arrivent devant la porte de la classe, il y a la caisse des cahiers de lecture. Ils savent qu'ils doivent le sortir du sac, le mettre dans la caisse et le sac, il reste dans le couloir. Ils ne rentrent jamais dans la classe. Ce qui permet aussi de gagner beaucoup d'espace de circulation. Parce qu'avant, quand j'avais la classe ordinaire, il y avait les sacs sur le côté qui tombaient, il fallait les enjamber. Voilà. Là, il n'y a plus de sacs dans la classe, c'est déjà beaucoup de place de gagner. Le désencombrement, c'est quelque chose qui a vraiment porté ses fruits. Super. Après, j'ai une question sur
les centres et différence entre centre et autonomie, question posée par Mélanie, et qui s'interroge aussi sur, dans les centres, combien est-ce que tu mets d'activités pour les CP. Et de la même manière, dans le même esprit, Violaine se demande si tu proposes des centres fixes et des centres mobiles, ou les centres fixes deviennent-ils mobiles au cours de l'année? Alors, je vais reprendre. Donc, les centres, au niveau de la quantité d'activités, ça dépend du moment de l'année. Quand je leur donne les feuilles de route, je commence mollo mollo. Je leur donne 4. Même si je vois qu'au bout de 2 jours, c'est terminé, je leur en redonne pour la fin de la semaine ou quoi, mais je vais doucement. Et là, à ce stade de l'année, on est à 8 activités sur la semaine. Après, j'ai choisi de les ranger d'une certaine manière. C'est-à-dire que les élèves savent que s'ils ont du mal à s'organiser, ils peuvent suivre la liste. En fait, c'est, on va dire, du plus important au moins important. J'essaie de leur donner un ordre d'organisation pour qu'ils se disent, bon, bah, je vais faire une activité du haut. Et là, j'aurais vraiment tout donné. Je vais faire une activité du bas, c'est une activité d'art plastique ou d'anglais en général qui est un peu plus light. Comme ça, ils peuvent, voilà, ils font un haut du tableau, bas du tableau, histoire de s'organiser. Et après, l'autre question, c'était… J'ai mis un peu trop de questions. Quelle était la différence entre atelier et centre? Atelier et centre. Alors, les centres, en fait, c'est une activité que moi, je leur ai préparée, d'accord, et qui vont aller réaliser avec un binôme. L'activité, ils peuvent la faire seuls et elle est prévue pour la période, en fait. C'est ce qu'on fait la différence avec mes collègues. C'est-à-dire que les collègues qui utilisent des AIM, elles préparent leurs meubles pour toute la période, pour jusqu'aux prochaines vacances, en fait, pour travailler les compétences qu'elles vont travailler. Un peu à la manière Montessori. Vraiment, c'est le même principe de fonctionnement, mais au niveau du CE1, CE2, quoi. Alors que les centres, c'est vraiment c'est rangé à un endroit. Il y a l'espace lecture, il y a l'espace écriture. Après, ils peuvent aller faire à une autre table, mais ils vont trouver tout le matériel à cet endroit-là. Et c'est pas plus de 2. Comme je le disais, au niveau du bruit, j'ai tout testé. 2, c'est bien. Mais il y avait quand même une autre question. Oui, sur les centres fixes et les centres mobiles. Alors, il y a des centres mobiles et des centres fixes. Parce que, par exemple, mon centre d'écoute, il ne peut pas être mobile. Parce que ma prise destinée au poste radio, elle est toujours au même endroit. Donc, lui, il est fixe de chez fixe. Il ne pourra pas bouger de toute sa vie. À moins qu'on me fasse une nouvelle prise, comme j'ai demandé. Mais il y a, oui, après, c'est l'espace, en fait, qui va déterminer ce que je vais laisser en fixe et ce qui va pouvoir passer en mobile. Ouais. D'accord. Une question sur l'effectif. Sandra qui nous dit qu'elle a un effectif de 30 avec des élèves très perturbateurs et 5 élèves NDPH sans AVS. Alors, elle s'interroge comment mettre en place la classe flexible dans ce contexte. Et bon, je pense que la question est aussi pour un effectif plus important ou quand on a un gros effectif. Est-ce que tu as des points de vigilance à avoir pour mettre en place la classe flexible? Ouais. Alors là, en plus, gros effectif, plus élèves perdus. Ma pauvre, de tout cœur avec toi. Mais voilà, moi, cette année, je suis donc, il y a des moments où je suis à 28 parce que j'ai les inclusions et tout. Mais pour les élèves qui sont en inclus, c'est vrai que j'ai l'AESH. Et donc, l'AESH, c'est quand même un soutien assez important pour les élèves qui ont une reconnaissance MDPH. Après, ça va dépendre vraiment du profil des élèves. Là, j'ai un petit peu de mal à donner des conseils parce que c'est vrai que je les connais pas. Mais s'il y a beaucoup d'élèves perturbateurs, il faut vraiment en amont beaucoup travailler tout ce qui est éducation civique, organisation du temps, pour que en fait, les élèves ils sachent comment se comporter en autonomie. Après, vu l'effectif, la classe flexible, ça peut être que pertinent. Parce que voilà, plus on a un effectif important, moi je trouve, plus la classe flexible trouve tout son sens. Parce qu'on va désencombrer l'espace, donc on va l'aérer, les élèves vont pouvoir travailler de différentes façons, différentes positions aussi de travail, et ça va permettre le travail en petits groupes. Mais c'est vrai que la vigilance devra être portée sur le travail en autonomie. Il faudra que ça soit bien structuré, bien pensé en amont pour que les élèves puissent
puisse se lancer et le faire sans poser de soucis, en fait, sans que l'enseignant soit obligé de faire le gendarme au fond, au lieu de travailler avec les élèves de devant. Mais voilà, vu l'effectif, le travail en groupe restreint, c'est juste indispensable, je pense. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour essayer de maintenir le niveau sonore au niveau acceptable, en dessous du mur du son et voilà, est-ce que tu as un conseil sur cet aspect-là? J'ai pas bien entendu, pardon, ça bug. Excuse-moi. Comment atteindre un niveau sonore acceptable pour tous? Comment est-ce que tu arrives à passer en dessous du mur du son? Ah, c'est un très long travail, vraiment très, très, très long. Hem, Déjà, ce qu'on s'est rendu compte très vite avec les élèves, c'est que avec les collègues, c'est que les élèves ne savaient pas chuchoter et chaque année, en fait, je me rends compte, quand on leur demande de chuchoter et ben, ils savent pas. Donc on fait en musique beaucoup de travail sur, la voix pour, apprendre, les différentes hauteurs de voix, et puis, leur apprendre à chuchoter, en fait. Juste ça déjà, en cours de musique, en début d'année, c'est pas mal. Et après, il y a plusieurs, moi, j'ai utilisé le baromètre du son pendant un temps, mais le baromètre, c'est moi qui le gérais. Et donc, en fait, j'avais beau leur dire que là, il faisait trop de bruit, il y en a certains, ça les affectait pas. C'était une année aussi où je me souviens, j'avais des comme, la question d'avant, des bien corsés. Et et en fait, j'ai fini par faire, des pauses. En fait, je coupais mon cours parce qu'il y avait des élèves qui me disaient: «Maîtresse, il y a trop de bruit». C'est les élèves eux-mêmes qui me disaient: «Derrière, il y a trop de bruit, j'arrive pas à me concentrer». Donc je coupais le cours et l'élève se retournait et le disait aux autres: «Vous faites trop de bruit, j'arrive pas à me concentrer». Et en fait, bizarrement, quand c'est les copains qui disent, et ben là, ça a un autre effet sur les enfants et plus facilement, ils comprennent qu'il faut baisser le volume. Donc dès que je peux, en fait, je fais verbaliser les élèves sur, les difficultés au niveau du son dans la classe. Et après, on met en place, je vois avec eux, pour mettre en place un baromètre qui corresponde, à ce qu'on a besoin quand on travaille. Ok, merci beaucoup. Est-ce que pour les ateliers autonomes, tu as une progression, un plan de travail? Alors, tu l'as évoqué, mais voilà, peut-être un petit peu plus de détails sur ta progression et comment tu l'envisages. Alors le plan de travail, ça dépend de l'année et ça dépend même des élèves. Cette année, par exemple, j'en ai plusieurs. Parce que, suite au confinement et tout ça, les écarts de niveau entre les élèves dès le début d'année étaient vraiment très, très importants et j'ai pas pu, fonctionner comme d'habitude et j'ai mis, 2 ou 3 groupes de travail différents par discipline, en tout cas pour la lecture, l'écriture et les mathématiques. Ce qui fait que j'ai dû changer beaucoup de mon organisation et j'ai mis en place des plans de travail qui correspondaient un peu plus au niveau des élèves. Et donc ma programmation, en fait, au niveau de l'autonomie, elle dépend vraiment de l'avancement que je fais avec les élèves. Et il y en a qui avaient un plan de travail qui était plus, proche de la moyenne section, enfin avec des activités de niveau moyenne section et d'autres avec des activités, de niveau CP. Mais ma programmation, on va dire, j'ai une trame, générale par rapport à mes programmations de l'année que je fais, mais elles sont réajustées à chaque fois en fonction des élèves et cette année, il a fallu réajuster, énormément, quoi. Euh, Violaine se demande comment faire en début d'année pour expliquer les activités autonomes tout en étant avec un groupe en travail dirigé. Alors, justement, comme je le disais, les premières activités, les premières semaines, je les mets tous sur la même activité. Pendant ce temps, moi, je travaille une notion avec eux en centre guidé. Cette notion, on va dire, je me la mets de côté, je vois avec eux des types d'exercices, des manipulations, pour découvrir la notion. Et par exemple, la semaine suivante, ce que j'ai vu avec eux en travail dirigé, je vais pouvoir leur mettre en centre d'autonomie pour qu'ils se réentraînent, pour qu'ils se réapproprient la notion. Et en fait, à chaque fois, je n'ai pas beaucoup de consignes à réexpliquer parce que souvent, c'est du réinvestissement ou de l'entraînement de choses qu'ils ont vues avec moi la semaine passée ou en tout cas les jours d'avant, mais en travail dirigé. Donc, ça revient à leur souvenir. Il y a toujours un élève qui va s'en souvenir, qui va pouvoir réexpliquer aux autres ou quoi.
Mais sinon, c'est en général le lundi matin. Le lundi matin, j'ai un temps où on regarde ensemble les activités proposées pour chacun et, ils posent leurs questions. S'ils ne savent plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, voilà. Mais en général, c'est ce que j'appelle comme des bid-dealers, en fait. C'est elles qui utilisent ce mot, c'est les mini-leçons. Les mini-leçons qui expliquent en fait le travail en autonomie. Et c'est le lundi matin. Après, s'ils ont des questions à nouveau, ils doivent aller voir un camarade, etc. Parce que moi, je suis occupée avec le groupe avec lequel je travaille. Merci beaucoup. Myrna s'interroge sur si un enfant se trouve contraint de faire appel à SOS Maîtresse dès le début de l'activité, comment après occupe-t-il son temps? Ils passent à une autre activité. Ils savent en fait qu'ils mettent le SOS maîtresse, ils doivent mettre leur prénom parce qu'en début d'année, comme ils ne sont pas lecteurs, l'écriture, c'est pas non plus maîtrisé, l'orthographe, tout ça. Donc, ils mettent juste leur prénom et ils passent à une autre activité. Ils peuvent le faire, quoi. Il n'y a pas de souci. Et moi, je revois avec eux. Mais après, le SOS maîtresse, c'est vraiment le dernier recours. On a mis en place chaque année, on met en place une procédure quand on se sent perdu. Donc, la première étape, c'est ils vont chercher dans les référents qui sont à disposition. Donc, les porte-clés, les mémos, les cahiers, etc. Ils vont chercher des aides là-dedans. Ensuite, ils demandent à leur binôme. Si le binôme ne peut pas l'aider, là, ils peuvent aller circuler dans la classe, aller demander à un autre camarade qui est en autonomie. Et si là encore, il y a toujours personne de tout le groupe qui n'arrive pas à répondre à sa question et à l'aider, là, ils mettent le SOS maîtresse. Donc, en début d'année, ils m'en mettent un petit peu partout parce qu'ils ne connaissent pas. Voilà, le temps que la procédure, on va dire, de recherche autonome se mette en place, j'ai beaucoup de post-it. Ben là, ça fait très longtemps que j'en ai plus, quoi, parce qu'il y en a toujours un qui arrive à venir en aide à l'autre. Très bien, merci. Guillaume s'interroge si tu as un budget alloué pour cette classe flexible. Non. Alors, quand on a démarré avec mes collègues, d'abord, on a fait avec ce qu'on avait dans la classe. Il ne faut pas se dire que voilà, la classe flexible, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Nous, on a démarré, on avait des tables et des chaises ordinaires. La seule chose qu'on avait demandé, c'était que la mairie vienne nous baisser des tables au minimum pour qu'en fait, elles soient très basses et ça fasse office de table basse. Que d'autres tables, ils nous les ont montées au maximum pour que ça permette du travail debout. Et on a récupéré des bancs, en fait. On est allé dans les classes voir les collègues s'il y avait du matériel qu'elles n'utilisaient pas et on avait récupéré. Donc, moi, j'avais récupéré des bancs, des coussins. Et donc, on a fait voilà avec ça. Après, les élèves il y en a qui voulaient travailler assis en indien par terre. Mais j'avais pas de table à leur hauteur. Eh ben, ils ont trouvé tout seuls une astuce. Ils écrivaient sur leur chaise, en fait. L'assise de la chaise est devenue la table. Ils étaient par terre et puis ils écrivaient. Voilà. On peut faire vraiment déjà beaucoup avec le matériel qu'on a dans la classe si on veut faire bouger les élèves. Après, non, il n'y avait pas de matériel à louer, c'est-à-dire que notre directrice nous a proposé, quand on s'est lancé, d'utiliser le budget de l'école pour acheter certaines choses. Mais nous, on n'a pas voulu avec mes collègues parce qu'on ne savait pas où on allait. C'était vraiment des expérimentations qu'on faisait de notre côté. Et on s'est dit, si jamais on se foire, on peut le dire, si jamais on se foire, on aura gâché de l'argent qui aurait pu servir à faire d'autres choses qui auraient peut-être été plus pertinentes. Et donc, on ne voulait pas avoir ce remords après, quoi. Alors, on a décidé, voilà, c'était notre choix, si on voulait des choses, on les achetait nous-mêmes. Donc, en fait, dans la classe, il y a énormément de matériel, la quasi-totalité, à part les armoires, les tables ordinaires et les chaises qui sont de moi. Soit je les ai achetées sur le Bon Coin, soit, voilà. Après, il faut toujours jeter un œil sur les normes de sécurité, quoi, parce que s'il faut veiller à ce que ça soit adapté aux enfants, adapté aux normes de l'école, etc. Mais voilà, c'est beaucoup d'investissement personnel. Après, au bout d'un moment, quand ça a commencé à bien fonctionner, que les parents ont été contents des progrès des enfants, etc., ça s'est su en fait. Et donc, la mairie nous avait débloqué un budget une année et on a pu avoir chacun deux tabourets oscillants et 2 stools. Donc, c'est des tables pour travailler au sol. Mais sinon, non, c'est de l'investissement personnel, oui. D'accord, merci beaucoup. Sarah se pose plusieurs questions dans sa classe flexible. Est-ce que tes élèves vont en centre d'autonomie ou en AIM tous au même moment? Non. Vu qu'il y a un groupe qui travaille avec moi,
Il y en a qui ne sont pas tous au même moment. Parce qu'en plus, selon les moments de la journée, il y a un groupe avec moi, un groupe avec la maîtresse du RASED, un groupe en autonomie. Et donc, il y a tous ces petits groupes en fait, qui circulent et qu'il faut gérer. Mais non, maximum, ils sont 12 en autonomie. Enfin, non, cette année, c'est 14 maximum. Grand maximum, ils sont 14 en autonomie. Et combien de temps consacres-tu au centre dans une journée? Alors, c'est surtout les créneaux de français et de mathématiques. Ce qui est anglais, éducation civique, sport et pas le choix, tout ça, c'est en groupe classe. Parce que c'est important, en fait, de garder des disciplines en groupe classe pour créer justement la cohésion de groupe, l'effet classe, en fait, qui va pouvoir ensuite faire que des affinités se forment et que les élèves vont pouvoir s'aider entre eux. Si on n'a pas de cohésion de classe, on ne pourra pas compter sur du tutorat, de l'entraide ou quoi que ce soit. C'est un peu comme une équipe de foot, quoi. C'est une équipe, ils font chacun leur vie sur le terrain, voilà, mais ils sont quand même en cohésion. Donc, tout ce qui est anglais, tout ça, c'est en classe entière. Mais la lecture, les mathématiques, la grammaire aussi, j'essaie de faire en demi-classe, en tout cas en groupe restreint, parce que ce n'est pas évident. Voilà. Mais en général, c'est les créneaux de français, les créneaux de mathématiques qui sont en dédoublé, quoi. Autonomie et centre dirigé. Et comment fais-tu pour veiller à ce que tous fassent une activité jusqu'au bout sans se lasser après 3 minutes et peut-être du coup ne pas avoir appris grand-chose? D'ailleurs, peuvent-ils changer de centre au cours de la période d'autonomie? Alors, au début de l'année, ils ne peuvent pas changer d'activité. Parce que justement, l'objectif, c'est qu'ils découvrent le rangement du matériel, tout ça, donc ça demande du temps. Ils ne peuvent pas changer d'activité comme ça. Mais ils savent, en fait, je leur explique que moi, il faut que je corrige à un moment, il faut que je jette un œil. S'ils ont commencé 10 000 trucs, je ne vais pas pouvoir me dire c'est lequel qui est terminé, c'est lequel qui est à peine commencé. Voilà. Il faut que eux aussi, ils y mettent du leur. Moi, je veux bien, je leur explique, je veux bien mettre en place plein de trucs pour qu'ils puissent s'entraîner, découvrir plein de choses. Mais eux, de leur côté, il faut qu'ils me facilitent aussi un peu le travail si on veut pouvoir. Voilà. Moi aussi, je fais partie de la cohésion de groupe, la cohésion de classe, donc il faut penser aussi un peu à la maîtresse. Et donc, ils savent que quand ils commencent une activité, ils doivent la terminer. Quand ils l'ont terminée, si le créneau d'autonomie n'est pas fini, ils peuvent en changer, aller commencer autre chose. Et dans ce cas, ils n'auront pas terminé cette activité-là au moment où je les appellerai pour travailler avec moi. Donc, ils ont une pince à linge où ils affichent en fait leur travail en attente, en fait. Le travail qui n'est pas terminé, ils doivent l'afficher. Et ce qui fait que moi, c'est sur le côté de la classe, j'ai une vue sur toutes les activités qui ne sont pas encore finies. Et donc, si je vois après qu'il y en a un qui est en train de faire une activité alors qu'il a encore des trucs qui sont pendus à sa pince à linge, je lui dis, Coco, t'as pas fini avant? Ah, oui. Alors voilà. Et donc, le fait que tout soit affiché et que je puisse leur dire, rappelle-toi, t'as pas terminé ça, ça les aide quand même pas mal ensuite à organiser parce qu'ils savent que maîtresse, elle a tout de suite une vue, elle a des yeux laser sur le travail. Ok. Sybille se demande comment tu gères les enfants très lents qui ont du mal à avancer en autonomie. Il y en a. Alors, eux, en général, ils utilisent le plan de travail planifié. Les enfants qui sont lents, etc., ils ont le plan de travail planifié. Donc, c'est-à-dire que je leur dis comment s'organiser pour essayer d'être le plus efficace possible. Et ensuite, quand je crée les binômes, quand je fais les binômes, je réfléchis avec qui je vais les mettre aussi et qui vont pouvoir aider. Parce que parmi ces élèves, là, cette année, par exemple, j'en ai un qui n'a pas pu bénéficier d'une AVS. Et donc, au niveau du travail, ça va, mais c'est l'écriture. Tout ce qui est tâche écrite, c'est très compliqué pour lui. C'est ça qui occasionne la lenteur de travail. Et donc, il s'est fait une grande copine qui écrit très bien, très vite, machin. Donc, du coup, ils travaillent très bien tous les deux ensemble et elle lui allège la tâche. Et voilà, donc on s'est mis d'accord là-dessus, tous les trois, on s'est vu une fois. Alors, comment on va pouvoir faire? Par exemple, lui, moi, je lui écris la date, le titre et la consigne, et puis il a juste à faire l'exercice ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est vraiment essayer de mettre l'élève au cœur des préoccupations qui le concernent. Tu vois, c'est vrai que tu es lent, tu as du mal, qu'est-ce qui te pose problème? C'est l'écriture. Et puis, mais je pense que, je sais pas, Bidule, elle pourrait m'aider. Donc, on demande à Bidule et vraiment, on les met ensemble pour qu'ils comprennent. Enfin, c'est comme ça que leur vie va se passer. Très rares sont les métiers où on travaille tout seul dans son coin. Et quand ils seront grands aussi, ils travailleront, ils auront des collègues, il faudra faire avec les collègues, il faudra s'aider, s'entraider. Donc, autant commencer tout de suite, le plus tôt possible.
Très bien. Sandra se demande si tu fais des corrections collectives. Des corrections. Oui, ça dépend. Ouais, ça dépend de ce que je veux faire. Mais oui, j'ai des temps prévus pour ça, surtout en début d'année, pour ça. Mais après, pour tout ce qui est correction, très souvent, j'utilise le temps de bilan individuel. C'est un temps que j'ai en début d'après-midi. En fait, l'avantage maintenant, c'est vrai, ça je ne l'ai pas précisé, c'est que j'ai demandé à mes collègues au sein de mon équipe de faire un accueil échelonné. C'est-à-dire que le matin, toutes les classes vont dans la cour, mais les CP, ils viennent directement dans la classe. Ils posent leur sac dès 8h05. Et donc, ça fait qu'ils arrivent au compte-gouttes. Je peux les accueillir tranquillement. Et en fait, le matin et l'après-midi, c'est pareil. Et donc, quand ils arrivent, j'ai du temps avec eux pour reprendre le cahier, voir ce qu'ils ont fait, s'il y a besoin de corriger, des trucs comme ça, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un temps cette année, c'est juste le bonheur, quoi. Depuis que je fais ça, c'est un temps gagné énorme de travail important avec les élèves. Et puis même eux, ils arrivent progressivement, ils ne sont pas excités par les jeux qu'ils ont fait dans la cour. Et en fait, quand ça sonne, ils sont déjà quasi tous en classe, ils sont déjà tous en train de faire quelque chose, mais quelque chose qu'ils ont choisi pour l'accueil, comme en maternelle en fait. Ça fait une belle transition avec la maternelle, je trouve, l'accueil échelonné. Ils ont leurs habitudes, et puis après, on se met au travail tous ensemble. Une fois que ça sonne, on se réunit. Et voilà. Mais ce temps de travail individuel, là, de bilan, où je peux les prendre quand ils arrivent doucement, se dire, bon, ben, là, tu as eu un peu de mal, donc je te conseille de revoir vraiment l'activité de mathématiques, etc. C'est vraiment top. Je vous le conseille, si c'est possible, dans votre école, dans votre équipe. Très bien. Edwige s'interroge sur l'aménagement de ton emploi du temps et comment est-il aménagé. Et toutes les matières sont-elles faites en demi-groupe? Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, mais voilà, peux-tu nous donner peut-être une vue d'ensemble de ton emploi du temps? Alors, l'emploi du temps, chez moi, il est très vite organisé parce qu'en fait, c'est un emploi du temps qu'on a mis en place en équipe au niveau de l'école parce qu'on a 2 dispositifs Ulysse. Et donc, pour faciliter les inclusions, on a ce qu'on appelle un emploi du temps en barrette. C'est-à-dire que le matin, on fait tous l'accueil jusqu'à 8h30, 9h40, 8h40, pardon. Oh là, je savais beaucoup d'accueil sinon. 8h40. Ensuite, on enchaîne avec un rituel de français, la lecture, en fait, ce qui est français, jusqu'à la récréation. Après la récré, on fait des mathématiques. Et en fin de matinée, moi, je fais l'anglais. Toutes les fins de matinée, j'ai de l'anglais. Et les après-midi, là, on a l'emploi du temps, on est un peu plus libre. Et encore, ça dépend des créneaux piscine, des créneaux sport, des créneaux religion aussi, parce que moi, je suis en Alsace-Moselle, donc il y a des cours de religion encore. Mais c'est toutes les activités, on va dire, des disciplines non fondamentales. En fait, tout ce qui est fondamental, c'est le matin. Et tout ce qui est sciences, arts plastiques, sport, etc., c'est l'après-midi. Comme ça, on sait que le matin, les élèves des dispositifs Ulysse, ils sont dans leur dispositif ou alors dans leur classe d'inclusion. Mais l'après-midi, ils sont tous inclus chez nous, en fait. Et on fait, avec les collègues des dispositifs, là, on fait de la co-intervention. Elle se répartit sur les différents créneaux chez tous les collègues pour faire de la co-intervention auprès des élèves du dispositif et des élèves de nos classes, en fait. Mais voilà, nous, l'emploi du temps, il est dicté aussi au niveau de l'école. Parfait, merci beaucoup. Véronique se demande comment tu fais le lien entre ton cahier de progrès et le LSU. Alors, le LSU. On va dire que ils sont complémentaires. C'est-à-dire que moi, le LSU, c'est vraiment, on va dire, l'outil officiel. Je le complète avec avec les items du programme et voilà, ça donne une vue de l'élève à tel moment de l'année. Mon cahier de progrès, il évolue au cours de l'année. Je remplis avec des feutres de différentes couleurs, mais le LSU, il est ce qu'il est, mais il donne un état des lieux de l'élève à un moment donné. Mais moi, ce qui me manquait, c'était de ne pas pouvoir valider chaque item. Résumer l'élève à une seule croix, alors qu'en français, on a fait de la lecture, de la grammaire, on a vu plein de trucs différents. Ça me gêne, vraiment. Et donc, le cahier de progrès me permet, en fait, de remédier à ça et de dire à l'élève, oui, alors le LSU, en fait, le LSU, c'est ça, c'est pour papa et maman.
Le LSU, il est pour papa et maman. Le cahier de progrès, il est vraiment pour l'élève. Pour qu'il voit ses progrès, pour qu'il se fasse une idée de oui, alors ça, j'ai pas réussi, ça, j'ai pas encore fait, mais là, j'avais pas pu cocher la case, maintenant, j'ai pu en cocher 3. Voilà, c'est vraiment pour lui. Le cahier de progrès, il est pour l'élève. Il permet aussi aux parents d'avoir un détail de toutes les compétences qui ont été vues et de celles qui n'ont pas été vues ou pas acquises. Et le LSU, ben, c'est le document officiel qui fait un résumé en fait du semestre, mais qui est destiné aux parents et que je remplis aussi pour les collègues des années suivantes. Mais voilà, le cahier de progrès, c'est vraiment l'outil de l'élève pour travailler tout ce qui est confiance en lui, parce que c'est lui le premier concerné, en fait. Très bien, Corinne te demande si les activités en art visuel et QLM se font également en autonomie. Alors, j'ai des temps d'art plastique et de QLM en classe entière. Et donc là, j'ai vu sur le côté qu'il y a quelqu'un qui me demandait justement comment je faisais en classe entière. Bah, vu que j'ai pas assez de table, bah, en fait, je fonctionne comme une classe ordinaire. C'est-à-dire que j'ai un groupe qui se met aux tables qui sont devant le tableau et l'autre groupe qui se met aux places flexibles. Et puis, ben, si en QLM, c'est le groupe A qui est aux tables à l'avant et le groupe B à l'arrière, ben, quand je ferai anglais, je changerai les groupes, en fait. C'est juste ils auront tous un espace de travail, mais ça ne sera pas une table. Il y en aura peut-être qui seront sur un ballon, d'autres qui seront sur le bord de la fenêtre. Enfin, chacun choisira la position de travail qu'il veut. Mais c'est le même principe qu'une classe ordinaire, quoi. Et donc, je disais, je fais des séances de QLM en classe entière, comme on l'entend de manière classique. Mais je mets aussi des activités dans le plan de travail, dans les centres d'autonomie. Par exemple, quand on a travaillé sur les dents, on a vu les incisives, les canines, tout ça. Et ben, je leur ai ramené du matériel où ils devaient recomposer une mâchoire. Et donc ça, ben, comme j'avais que 2 kits pour recomposer la mâchoire, je ne peux pas le faire à 28. Donc je le mets en centre d'autonomie. Ils refont leur mâchoire, ils prennent une photo avec leur prénom et tac, on a tous pu manipuler le matériel. Et moi, ça m'a fait moins de stress. Pareil, la peinture. Alors la peinture, j'ai tenté la peinture en autonomie. J'ai tenté le papier mâché aussi. Ah, ça c'est bien fini, mais c'était quand même rock'n'roll. Mais voilà, la peinture en stick, j'ai découvert la peinture comme un stick de colle. Je vous le conseille. Si vous voulez faire de la peinture en autonomie pour ne pas vous stresser, voilà, petite astuce. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je ne m'en séparerai plus jamais. Mais voilà, non, on peut faire des activités en autonomie. Après, voilà, il faut vraiment bien préparer pour pas que ça parte en bataille de peinture, de pastel et de je sais pas quoi. Mais ça soulage parce que l'art plastique, même si en autonomie, ça fait des saletés ou ça part un peu dans tous les sens, gérer 2 élèves en art plastique, c'est quand même plus facile que d'en gérer 28. Donc voilà, il faut aussi savourer un petit peu la chance. Ok, MP qui nous demande quel est ton conseil quand on a une classe multiniveau, 12 moyennes sections et 14 CP pour elle cette année. Des moyennes sections et des CP. Voilà, 12 MS, 14 CP. Que, voilà, quand tu parles de demi-groupe, un atelier dirigé avec toi, un autre en autonomie, est-ce que tu as un conseil sur une organisation de ce type multiniveau avec Là, je vois parce maternelle, qu'en plus, c'est CP? 2 cycles différents, donc ça ne doit pas être évident. Mais après, oui, sur le même principe, sur le même fonctionnement, en fait, faire peut-être des groupes plus petits pour pouvoir travailler avec des plus petits groupes de CP, un groupe de 7, etc. Mais il y a une ATSEM quand même dans le lot, je me dis. Peut-être mettre les moyens avec l'ATSEM et puis faire 2 groupes de CP pour travailler, puis on tourne sur les CP, ou alors faire pareil, mais avec les maternelles, enfin avec les moyennes sections. S'il y a une ATSEM, c'est vrai que ce serait pas mal d'envisager les choses comme ça. Mais c'est vrai que là, n'ayant jamais été confrontée. Grande section CP, j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet, mais moyenne section CP. Après, on peut tout à fait trouver des activités qui sont en commun et où un CP va tutorer un moyenne section. On fait par exemple un groupe de moyens CP où ils s'aident un petit peu, histoire de partager des choses comme ça. Très bien. Caroline se demande si le fait que les élèves choisissent leur assise ne remet pas en question leur posture, notamment pour écrire. Alors non, parce que
Pour l'écriture, ils savent que quand ils ont une activité d'écriture, de graphisme, il y a des places qui sont interdites. Les premières semaines, je les autorise en fait à aller faire de l'écriture sur les ballons, à aller faire de l'écriture sur les tabourets oscillants, etc. Ils sont tous contents, ils y vont, ils courent même pour y aller. Et puis au bout d'un moment, il y en a toujours un ou une qui va finir par me dire « Ouais, mais maîtresse, là, pardon, hein, j'ai mal écrit, mais en fait, sur le ballon, c'était pas facile. » Et donc, du coup, ben, la première période, tous les fins de journée, j'ai un temps de discussion que je me réserve avec eux. C'est beaucoup de temps de discussion en début d'année. On se dit « Ouais, mais elle perd du temps sur le programme. » Sauf qu'en fait, tout ça, ça va faire gagner du temps après. Et donc, l'élève dit, moi, sur le ballon, je n'arrive pas à écrire. Et il y en a un autre qui dit, oui, moi, la dernière fois, j'ai fait un grand trait, j'ai dû tout gommer, et voilà, ça l'a embêté. Donc, on en arrive à dire que y a des assises qui sont certes super chouettes, elles permettent de bouger quand on en a besoin, mais elles ne sont pas top quand on doit faire un travail précis. Et donc, pour tout ce qui est géométrie, écriture, tout ça, les ballons, les tabourets oscillants, c'est interdit. Et donc, ça, j'ai même plus besoin de faire le gendarme après. Parce que celui qui a envie d'utiliser le ballon pour faire des sciences, alors qu'il y en a un qui est en train de faire l'écriture, va lui dire « Mais tu n'as pas le droit, t'as pas le droit, c'est interdit, tu fais de l'écriture. » Donc, c'est vraiment des discussions avec eux, comme je le disais, il faut les faire participer au maximum et leur faire verbaliser que, voilà, alors oui, après, il faut accepter que les premiers temps, les cahiers, quand ils écrivent sur les ballons, ils ne soient pas top. Mais ils en ont besoin aussi pour ressentir que voilà, ils bougent, c'est pas agréable. Et donc, on en vient à travailler sur le fait que pour bien écrire, on doit avoir les 2 pieds au sol. Donc, il faut trouver la chaise qui nous convient. Il faut avoir le dos droit. Et donc, on travaille sur la position d'écriture. Merci beaucoup. Christelle se demande quelle est ta méthode de lecture et comment tu fais pour enseigner la graphophono. Alors, je n'ai pas de méthode de lecture. Enfin, je fais à ma sauce, en fait. Mais l'année prochaine, avec mes collègues, on a opté pour Codéo. On a décidé d'harmoniser en fait au niveau des CP de l'école. Et donc, du coup, on optera pour Codéo. Mais pour les séances de graphophono, donc le matin, les élèves arrivent au compte-gouttes à cahier échelonné. Ils font leur petit rituel du matin pendant ce temps. Ou alors, moi, je travaille en bilan individuel avec les élèves que je dois prendre à ce moment-là. Puis, ça sonne, on se réunit. Au moment où on se réunit, comment ça va, voilà, le petit quoi de neuf, les petits rituels collectifs. Et là, on fait la découverte phono du jour, de la semaine, ça dépend du moment de l'année. Et donc, on fait une découverte en oral collectif, donc tous en rond, par terre, sur le tableau, etc. On fait notre petite séance de découverte. Et après, là, je split en 2 groupes et je vais travailler avec des groupes restreints sur la séance de phono du jour ou alors sur la lecture, l'encodage, le décodage. Ça dépend du jour de la semaine, ce que je fais, ce qui est au programme. Mais voilà, il y a toujours, on va dire, un petit temps collectif et ensuite un temps en groupe restreint pour bien ancrer les apprentissages. Pardon. Très bien. Julie se demande comment tu t'es organisée par rapport au protocole sanitaire. Un grand moment. Le protocole sanitaire, il a dû mettre, surtout l'année dernière, mettre beaucoup de choses de côté. Parce que voilà, quand il a fallu mettre les élèves à 1 mètre, machin, etc., tout ce qui était flexible, on a poussé au fond et on a remis des tables ordinaires. Mais voilà, à la rentrée de septembre, moi, ce n'était pas possible d'envisager l'année comme ça. Et donc, avec les élèves, j'ai mis en place un plan de classe qui a bougé. Et donc, je l'ai mis sur le blog. Sur le blog, j'ai mis les différentes possibilités auxquelles j'ai pensé. J'en ai gardé une. Et là où ce qui a remis beaucoup de choses en question, c'était pour la manipulation. Parce que tout ce qui est désinfection, voilà, là, je ne sais pas quel protocole on va avoir aussi à l'intérieur des classes à la reprise, donc on verra. Mais la manipulation, on a essayé de diminuer au maximum, malheureusement, parce que sinon, il fallait désinfecter. Ou alors, on a maintenant des produits que les élèves peuvent utiliser. Donc, du coup, j'ai formé les élèves à désinfecter une fois qu'ils avaient fini de faire leurs petites activités, de passer un petit coup de chiffon, etc., pour que le tiroir il soit propre pour les activités du prochain. Et après, on a eu beaucoup de chance, c'est que voilà, au niveau des désinfections de la classe, on en avait au récré midi. Donc,
Jusqu'à la récré, on avait une position de travail. Après la récré, on pouvait en prendre une autre parce que ça avait été désinfecté. Donc, il a fallu vraiment voir en fonction aussi des temps de nettoyage et de désinfection qui étaient faits. Nous, on a eu de la chance d'en avoir beaucoup et d'avoir le matériel qui était mis à disposition dans la classe directement si on avait besoin de désinfecter rapidement. Mais c'est vrai que voilà, avec le Covid, il a fallu adapter beaucoup de choses. Mais voilà, adapter, pas renoncer. C'était pas possible. C'est toujours pas possible. Merci beaucoup. Clé se demande si tu penses que c'est plus facile de le mettre en place, la classe flexible, en simple niveau ou si c'est plus aisé en double niveau, par exemple CP, CE, CE1. Non, c'est pareil. Je pense que c'est pareil parce que ça sera même peut-être pertinent pour les élèves. Par exemple, si on a des élèves de CP qui sont un peu plus avancés, on va peut-être pouvoir les rattacher avec les élèves de CE1 pour former un groupe, histoire de faire en sorte qu'ils puissent aller encore plus loin dans les apprentissages. Et au contraire, si on a un élève de CE1 qui a besoin de revoir peut-être un peu de phonologie, etc., on va pouvoir le raccrocher à un groupe. Non, pour moi, c'est pareil. Suzanne se demande si les réunions de cycle te suffisent pour organiser tout ça ou est-ce que tu fais des semaines de 50 heures? Alors, j'ai fait des semaines de 50 heures tout au début avec mes collègues quand on a décidé de mettre ça en place. C'est-à-dire que, pour la petite anecdote, un jour, on s'est retrouvés en salle des maîtres sur un temps de midi et on était toutes au bout de notre vie. Ouais, j'arrive pas. On avait toutes le même discours en fait. On avait l'impression de toujours travailler avec les mêmes élèves qui avaient du mal et de ceux qui arrivaient, en fait, on avait vraiment l'impression de les mettre de côté alors que c'était pas notre intention. On voulait vraiment bosser avec eux. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on trouve autre chose. On a lu, on s'est échangé des trucs et tout. Et au départ, on s'était dit, à la prochaine rentrée de septembre, on attaque. Et après réflexion, on a fini par se dire qu'il fallait commencer tout de suite. Parce que changer la façon de travailler, changer l'aménagement de la classe et en plus avoir des nouveaux élèves qu'on ne connaît pas, ça faisait quand même beaucoup de variables qu'on ne maîtrisait pas. Donc, on s'est dit, on va commencer en cours d'année avec des élèves qu'on connaît. Comme ça, on sait comment ils vont réagir à peu près. On arrive un peu à anticiper là-dessus. Et on va pouvoir mettre en place quelque chose qui nous convienne. Et c'est pour ça que, du coup, on a fait des grosses semaines, les vacances, les week-ends à l'école, avec nos enfants qui jouaient dans la classe d'à côté, pour faire l'inventaire et tout ça, pour qu'on puisse mettre en place quelque chose rapidement, histoire de tester avant de se lancer véritablement. Et là, c'est vrai que ça nous a demandé beaucoup de travail, surtout la préparation des activités, etc. Mais maintenant, ça fait 5 ans, c'est lancé, c'est rodé, on a vraiment l'habitude de travailler comme ça. Voilà, au début, ça va vous demander beaucoup de travail, je ne vais pas vous mentir, hein. Mais une fois que c'est lancé et que c'est rodé, c'est du bonheur. Super. Colette se demande si tu proposes des jeux dans les ateliers autonomes. Oui, parce qu'on apprend beaucoup en jouant. Et que voilà, je ne sais pas quel public vous avez. Moi, j'ai un public où des fois, voilà, même les jeux de société basiques, il y en a certains qui ne les connaissent pas parce que ils viennent d'autres pays ou voilà, c'est pas. Donc même des jeux de base, lancer le jeu de loi, ça fait toujours un carton. Et pourtant, c'est juste lancer, lire un dé, avancer la case, etc. Mais c'est déjà pour des élèves qui n'ont jamais été scolarisés avant, qui arrivent en France ou j'ai eu le cas, c'est déjà des apprentissages importants. Et en passant par le jeu, tout de suite, c'est un autre attrait. On ne peut pas tout apprendre en passant par le jeu, mais dès que c'est possible, autant le faire. Parce que oui, c'est des élèves, oui, ils sont là pour apprendre, mais il ne faut pas oublier que ça reste des enfants. Donc, on va essayer de les préserver un petit peu de tout le monde des adultes, surtout en ce moment, ce n'est pas très glorieux. Donc, autant faire en sorte qu'ils s'épanouissent au mieux dans leur enfance. Guillaume se demande si tu as des liens ou des sites à nous conseiller pour construire nos jeux pour les ateliers. Oh, il y en a plein. Après, ça dépend. Vous pouvez aller voir ma collègue Un Tour en Ulysse qui en fait beaucoup de multiniveaux. Du coup, vu qu'elle a plein de niveaux différents dans son dispositif, Nurvero, l'école de Crevette, il y en a plein, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sites intéressants. Comment est-ce que tu mènes les séances de découverte du monde ou d'art plastique quand il n'y a pas autant de bureaux que d'élèves? Alors, dans ces cas-là, c'est l'avantage de la classe flexible. Elle est flexible et on bouge les tables. En fait, les élèves deviennent des vrais déménageurs.
Je leur apprends quand on doit faire du travail de groupe ou quoi, ils prennent les tables, tac, tac, on les assemble et au lieu de mettre 2 élèves sur un côté, on en met 3. Ça permet de faire une zone d'expérience pour les QLM, par exemple. Et donc, en fait, on bouge toutes les tables, on les réunit et on aménage l'espace de manière à ce qu'on puisse tous travailler, faire une expérience autour ou en tout cas 3-4 îlots pour faire des expériences. Mais ça bouge tout le temps, voilà. J'ai fait aussi un article où justement, vous pourrez voir dessus sur le blog les différentes dispositions de classe que j'ai déjà pu utiliser en sciences, en arts, etc. Comment on a bougé les tables avec les élèves pour travailler. Olivero se demande si la classe flexible est compatible avec n'importe quelle méthode d'apprentissage, en lecture ou en maths. Par exemple, dans son cas, il a MHM. Oui, alors MHM, je l'avais l'année dernière encore. Et c'était possible. C'était même hyper pertinent, en fait. Le fait de pouvoir travailler en petits groupes avec la MHM, c'était vraiment top. Et je l'avais même complètement reformulé. C'est-à-dire que j'avais repris toute la méthode et j'avais déterminé ce qui pouvait être mis en centre d'autonomie et ce qui était nécessaire de faire en travail dirigé. C'est sur le blog d'ailleurs, si jamais ça l'intéresse, toute la MHM version classe flexible en fait, avec pour chaque séance ce qu'on peut mettre au centre d'autonomie et ce qu'on peut faire en travail dirigé. Et puis voilà, la MHM, du coup, j'ai abandonné cette année, j'ai pris les NUMS, mais pas parce que la méthode ne me plaisait plus, en fait, la manipulation, tout ça, j'adore toujours. Mais c'est vrai qu'avec le confinement, quand il a fallu tout adapter pour leur donner à distance, j'ai fait une overdose. J'ai dit l'année prochaine, trop peur en fait qu'il y ait un nouveau confinement. J'ai voulu partir sur une méthode avec un fichier pour que ça soit plus simple à m'organiser si jamais ça partait en cacahuète. Et du coup, avec le distanciel et les isolements successifs que j'ai eus moi dans ma classe, ben, je ne suis pas mécontente du choix du coup. Elisabeth se demande combien tu as de casques dans ta classe. Des casques. Ah, des casques Audio, je anti-bruit. pense. J'ai 3 casques anti-bruit. Voilà. Et je les ai eus une année où j'avais 2 élèves autistes dans la classe. Mais des fois, ils les prenaient, des fois, ils ne les prenaient pas. Enfin, tout le monde pouvait les prendre, quoi. Il n'y a pas de prénom dessus. Ils sont à disposition quand on en a besoin. On les prend, tout comme les isoloirs, là, les paravents pour s'isoler, ils sont à disposition pour tout le monde. Les groupes A et B sont-ils fixes toute l'année et comment tu les constitues? Alors, ils ne sont pas fixes. Je les change en général à chaque vacances. Mais en général, je veille à séparer, première chose, les grands copains qui tchatchent toute la journée. Ah ben, on en met un dans le groupe A et un dans le groupe B. Et voilà, en fait, je les fais comme ça. Et ensuite, au cœur des groupes A et B, donc ils sont hétérogènes, les groupes. Comme ça, quand je travaille avec le groupe A, je sais que j'aurai des éléments moteurs et des éléments qui auront peut-être un peu plus de difficultés. Mais comme j'ai des éléments moteurs, je vais être plus disponible pour cela. Voilà, ça, c'est des groupes hétérogènes. Et à l'intérieur, en fait, les binômes, ils sont faits pareil par rapport aux compétences mathématiques, à l'élève allophone. Je vais le mettre avec quelqu'un qui va pouvoir l'aider à parler, qui est patient, qui va pouvoir… voilà. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu en fonction de ma classe et des différents élèves. Très bien. Et peut-être, il approche midi. Donc, on va prendre peut-être une dernière question. Véro se demande sur les assises flexibles, s'agit-il d'assises type ballon ou coussin? J'ai les deux. En termes d'assises flexibles, j'ai des coussins d'air, j'ai des coussins normaux, synthétiques. Et j'ai maintenant des culbutos. J'ai 2 culbutos, j'ai 2 stools, j'ai 2 ballons de yoga qui sont sous-gonflés, important parce que c'est 65 cm, mais c'est trop grand pour les CP. Donc, si vous voulez en mettre dans vos classes, je vous conseille de les sous-gonfler, de les mettre à 55 cm, voilà, par expérience. c'est bien. J'ai des assises classiques. J'ai des tables basses avec des petites tables basses carrées Ikea avec les petites chaises qui vont bien, de Ikea aussi, sans faire de pub, hein, mais voilà. J'ai des tabourets hauts que j'ai mis sous les fenêtres. Parce que comme j'ai un large rebord de fenêtre, avec 2 tabourets hauts, ça devient une table, en fait, le bord de fenêtre. Voilà, donc je fais vraiment… j'ai vraiment pas mal d'assises maintenant. Bon. Merci beaucoup, Aurélia, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Pas de rien, merci à vous, c'était super.